Ça charge. Tu peux y aller au trait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur WillingCare pour une première séance pour vous plonger dans l'univers de l'échographie clinique. Nous sommes deux membres de l'école belge échographie clinique à vous présenter ce webinaire et nous remercions Kevin Boulanger pour son invitation. Et donc, nous avons une petite heure pour vous parler des intérêts et des indications en échographie clinique, ou POCUS, Point of Care of Ultrasound. Et on se réjouit de passer cette heure en votre présence. Donc, je me présente brièvement. Je suis médecin généraliste depuis 2011. Je pratique la médecine générale en groupe à l'Acte à Bruxelles. Je fais aussi de l'ONE, de l'ECG, ça je pense comme la plupart d'entre vous. Je suis maître de stage de 3 universités et j'anime des séminaires locaux régionaux à la faculté de l'UCL. L'échographie clinique fait partie de ma pratique depuis 2018 et avec plusieurs autres collègues, donc certains sont présents aujourd'hui. Nous avons cofondé l'ASBL EBECO, École belge d'échographie clinique. Donc, je me présente, moi je suis le docteur Leco Solène, médecin généraliste depuis 2014. Je pratique en maison médicale au forfait à Molenbeek. Comme Audrey, je pratique l'écho clinique et ai pu avoir un appareil à partir de 2018, mais je m'y suis intéressée en fait dès mon assistanat et donc en l'année 2013-2014 a déjà réalisé mon TFE sur ce sujet de l'utilisation de l'échographie clinique en médecine générale. Et je suis donc membre et formatrice pour EBECO. Alors, pour la suite, nous tenons à signaler que nous n'avons aucun conflit d'intérêts. Pour l'ASBL EBECO, on ne reçoit aucun financement extérieur, que ce soit des firmes pharmaceutiques, que ce soit des subsides de l'État ou tout autre type d'institution. Et donc, les frais de l'ASBL sont vraiment supportés par en fait les recettes de nos formations. Nous avons divisé en 3 temps cette présentation. Tout d'abord, nous allons nous attarder sur les concepts et les intérêts de l'échoclinique ciblée. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec les indications et quelques cas cliniques illustratifs pour vous montrer vraiment concrètement comment est-ce qu'on se sert de ce bel outil dans notre pratique. Et ensuite, nous présenterons notre école. L'échographie clinique ciblée, c'est pas seulement quelque chose qui existe dans d'autres pays, elle existe partout dans le monde et pour la plupart des autres pays depuis plus longtemps que nous. En Allemagne et au Japon, c'est quelque chose de très courant. En Allemagne, les étudiants sont plongés au cœur de l'échographie clinique dès le début de leur cursus, de telle sorte que dès qu'ils sont médecins, ils sont tous formés pour être déjà des bons échographistes cliniciens. Aux États-Unis, il y a 3 mois consacrés uniquement à l'apprentissage de l'échographie clinique, un peu comme nous, quand on fait nos stages avant d'être diplômé. C'est comme si on insérait dans notre parcours 3 mois de stage intensif en échoclinique. On en rêve, hein, n'est-ce pas? Ça viendra peut-être un jour. En Italie, il y a énormément de demandes de prescriptions d'échographie clinique qui sont réalisées par les médecins généralistes. Et en France, ça commence aussi à bien s'implanter. 0,4 à 8% des généralistes font des échos. Il y a même des certifications diplômantes, hein, ce qu'on appelle des DIU, un peu partout en France. Le concept, donc qu'est-ce que c'est finalement l'échographie clinique et qu'est-ce qui le distingue d'une échographie conventionnelle réalisée par le radiologue? Eh bien, le généraliste s'en sert vraiment comme un complément de l'examen clinique et de l'anamnèse. Dans un premier temps, on le fait tous évidemment. L'anamnèse et l'examen clinique nous donnent des hypothèses. Eh bien, l'échographie clinique, c'est un outil de plus pour peaufiner son raisonnement clinique. C'est le prolongement du stéthoscope. Ça nous aide, pas toujours, mais dans certaines indications dont on va parler ici, à gérer mieux notre temps ou notre incertitude qui sont propres à notre spécialité. Vous le savez probablement, il n'y a pas de numéro de nomenclature, en tout cas actuellement. Nous ne devons pas faire de protocole standardisé comme les radiologues.
Et ça, c'est important à le savoir, médico-légalement. C'est souvent pour apporter une réponse binaire à une question qu'on se pose. Oui ou non? Oui, est-ce que j'ai du liquide dans le ventre? Oui ou non, j'ai un calcul dans la vésicule biliaire? Oui ou non, j'ai une dilatation pyélocalicielle? Ça, c'est toutes des questions qu'on se pose régulièrement quand on utilise ce bel outil. Et donc, l'échographie conventionnelle, ça, vous savez que c'est pas du tout la même chose. C'est un véritable examen approfondi. Le radiologue remet une description détaillée de l'organe qu'il étudie ou de la zone qu'il étudie, et il a des enregistrements bidimensionnels avec bien sûr un numéro de nomenclature. Je remercie Célestin, Célestin Lacour, qui est présent ici ce midi, qui nous a, et qui est aussi membre de BECO, qui nous a prêté cette dia que je trouvais très claire et qui illustrait bien les différences, qui résumait bien les différences entre l'échoscopie ou POCUS et l'échographie conventionnelle. Vous savez, tout comme moi, les parcourir ici et le lire. Donc, ce que nous, on trouve important de dire, c'est que l'échoscopie, elle est accessible à tous, aussi aux paramédicaux. Les kinés, par exemple, commencent à se former. On les voit de temps en temps dans nos formations. Les infirmiers aussi, on pense qu'il y a des indications qui sont intéressantes pour eux et que c'est un bel outil pour mais simplement pour améliorer la prise en charge des patients. Il y a certains inconvénients, bien évidemment, comme par exemple le coût de ces machines. Il faut l'investir. Il n'y a pas de nomenclature, donc on ne sait pas facturer les images et l'outil qu'on utilise, mais vous verrez qu'il y a des machines qui sont déjà de bonne qualité et qui sont tout à fait abordables pour le médecin généraliste, entre autres. L'échographie conventionnelle, évidemment, c'est pas le même métier, c'est complémentaire. Il faut bien communiquer avec les radiologues. La disponibilité est variable. Ça, on connaît tous les temps d'attente quand on demande une échographie. Donc c'est pour ça aussi que le généraliste a intérêt, nous trouvons, à se former, à déjà avoir une première idée de l'échoscopie à son cabinet pour mieux orienter, peut-être aussi mieux cibler ses prescriptions. Alors, pour parler, donc, on parle de l'écho clinique et donc forcément, il y a des indications. C'est toujours un peu la question qu'on nous pose aussi dans les formations, mais quelles sont les indications? Alors, il y a 10 ans, les indications, quand j'ai fait mon TFE, étaient très limitées. En fait, on se rend compte que, comme on l'a dit, à partir du moment où on fait de l'échoscopie, de l'écho clinique et non de l'échographie, les indications peuvent être multiples. Le tout est de se dire, OK, est-ce que je réponds à une question par oui, non? Et puis après, il faut garder sa base par rapport à votre anamnèse, à votre examen clinique. Et donc, que vous n'ayez pas vu quelque chose ne veut pas dire que ça n'est pas là et que vous ne devez pas passer la main, en fait. Donc, les indications, ça peut être en pathologie pulmonaire. Donc, de plus en plus, c'est reconnu, notamment, on le montrera par des cas cliniques en pédiatrie, on en parle pour tout ce qui est diagnostic de pathologie pulmonaire. Dans les pathologies pulmonaires, donc autre qu'en pédiatrie, vous pouvez aussi, chez les adultes, voir des épanchements pleuraux, des pneumopathies. Donc, c'est vraiment très varié. Ça sert aussi dans les pathologies thyroïdiennes, par exemple pour les suivis de nodules. Vous pouvez vous en servir dans les pathologies hépatiques, pour la vésicule biliaire, notamment, on vous le montrera de nouveau par un cas clinique, le classique, la lithiase vésiculaire, qui, si vraiment votre anamnèse et votre examen clinique vous amènent là, en fait, des fois, un coup de sonde qui dure moins de 5 minutes peut permettre de répondre définitivement à votre question, oui, il y a une lithiase vésiculaire ou non. Dans la pathologie rénale, comme on l'a évoqué précédemment, ça sert pour voir les dilatations pyélocalicielles, des suivis de nouveau de kystes rénaux, par exemple déjà connus. Alors les lithiases, là, elles sont difficilement parfois visualisables par l'écho en fonction de là où elles se trouvent, mais ça peut. On en parle aussi pour le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, qui est de plus en plus mis en avant. Par exemple, la Haute Autorité de la Santé préconise vraiment ce dépistage, puisque le fait de dépister un anévrisme de l'aorte abdominale permet de réduire la mortalité au long terme. Et donc, c'est totalement accessible en cabinet de médecine générale, en première ligne.
Les pathologies gynécologiques, certaines aussi, très accessibles en première ligne, notamment les détections de kystes ovariens, de fibromes, peuvent être déjà détectées avec voilà, une formation d'écho clinique dans le domaine, ainsi que la détection des grossesses intra-utérines débutantes. Alors, on parle bien débutantes, hein, on n'est pas là pour se substituer à l'obstétrie et faire après les échographies obstétricales qui sont de toute façon médico-légalement du domaine des obstétriciens. Et alors, la classique TVP, par laquelle on va directement démarrer dans nos cas cliniques, qui est vraiment, je pense, très illustratif de comment on peut utiliser l'échographie dans nos cabinets de première ligne. Voilà, donc un petit exposé des prochains cas cliniques. On va directement passer à la thrombose veineuse profonde. Voilà, la thrombose veineuse profonde, comme on le dit à chaque formation, la petite hantise du vendredi soir, du cas qui peut tomber le vendredi soir. Donc, il faut savoir déjà, pour reprendre quelques chiffres, que seules donc, les thromboses poplitées et fémorales, enfin en grande partie à 80-90%, sont susceptibles d'emboliser. Que la recherche de thrombose en poplité et en fémorale, une fois formée, et bien sûr la recherche bilatérale, toujours faire en symétrique la recherche, prend moins de 2 minutes. Que le fait d'avoir éliminé le risque immédiat d'une thrombose fémoro-poplitée, ça éloigne le risque d'embolie pulmonaire de 72 heures. Donc, quand on reprend notre petit stress du vendredi soir, le fait d'avoir pu vraiment éliminer en aigu la présence d'une thrombose, vous permet en tout cas de postposer et de revoir votre patient dès le lundi si nécessaire, refaire le point, refaire l'anamnèse, l'examen clinique et refaire votre écho en diminuant un petit peu le stress du week-end de laisser le patient aller comme ça. Et pour la TVP, en fait, l'échographie de compression est vraiment hautement sensible et spécifique pour la reconnaissance donc, des TVP. Et donc, on parle d'échographie de compression, c'est vraiment important de le notifier parce que là, d'un seul geste, même sans écho-doppler, en fait, même sans mettre le Doppler, donc par exemple, si vous avez une machine, même vous êtes à domicile ou voilà, sans une qualité de Doppler, en fait, vous pouvez arriver au diagnostic infirmer ou affirmer une TVP. On va le montrer sur la dia suivante via des images. Donc, qu'est-ce que c'est le test de compression? Mais c'est vraiment qu'en fait, partir de ce principe que les veines sont donc compressibles et que du coup, avec votre sonde, rien qu'en appuyant en fait dans la zone, donc une zone en fémorale, une zone en poplité, et donc comme on le disait, 4 points en tout qui prennent moins de 2 minutes à faire. Vous appuyez, si la veine se compresse, eh bien, il n'y a pas de TVP, de thrombose. Et s'il n'y a pas de compression, c'est qu'il y a une thrombose. On passe à la suivante. On peut passer à la suivante. On va présenter le cas clinique. Voilà, donc un cas clinique classique. Pour les cas cliniques, merci à Guillaume Schramm qui suit aussi le webinaire de nous avoir vraiment fourni en beaux cas. Donc, une patiente de 50 ans qui consulte en urgence au cabinet pour un œdème du membre inférieur unilatéral, majeur, douloureux. Elle présente justement une douleur thoracique débutante. L'examen clinique est justement compatible avec une TVP et une suspicion d'embolie pulmonaire. L'échographie clinique est faite et on observe une compressibilité nulle des veines poplitées et fémorales du côté justement pathologique avec l'œdème. Et bien sûr, l'examen comparatif est fait où de l'autre côté, on a une compressibilité. Et donc, ceci confirme la suspicion de TVP fémoropoplité. En l'occurrence, là, la suite de la prise en charge a été d'appeler le SMUR, vu la forte suspicion d'embolie pulmonaire, et le bilan hospitalier a confirmé cette TVP majeure et l'embolie pulmonaire. Sur les images suivantes, donc on va vous mettre 2 petites vidéos, vous verrez vraiment donc la veine fémorale saine
et donc qui est compressible. Regardez là s'ouvrir au-dessus de l'artère en zone supérieure. Donc on voit l'artère puis la veine, pouf, s'ouvrir. Donc elle a été compressible sous l'effet de l'appui de la sonde. Alors qu'à côté, sur le côté pathologique, en fait, malgré la compression qu'on devine à peine, on voit un petit mouvement, en fait, la compression avec la sonde essaye d'être faite, mais les deux vaisseaux restent bien ronds et donc la veine, elle, ne se comprime pas. Ça va, c'est OK. Voilà, on a la même, donc là, c'est la veine fémorale. Et sur l'image suivante, donc vous avez 2 vidéos aussi pour montrer les veines poplitées. Et donc la veine poplitée saine en premier lieu, première vidéo, qui de nouveau se comprime bien. On repasse les vidéos plusieurs fois pour que vous le mettez dans l'œil un petit peu. Voilà, donc l'artère qui reste bien arrondie, elle, mais la veine qu'on voit disparaître. Et à côté, finalement, la veine qui n'est pas compressible. Et donc, on garde bien 2 ronds, en fait, les 2 vaisseaux, parce que la veine ne devient pas compressible sous l'appui de la sonde. Et vous voyez que les Dopplers n'ont pas été mis puisque ce n'était pas utile. C'est vraiment la compressibilité qu'on cherche. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous plonger dans l'univers de l'échographie clinique pulmonaire. Il y a peu de médecins qui savent que ça peut être utile. Il y a peu de radiologues qui font de l'échographie pulmonaire et pourtant, c'est une des choses que nous, en échographie clinique, on utilise le plus. Alors, la plus belle indication qui est très, très validée dans la littérature, c'est le diagnostic de la pneumopathie chez l'enfant. Parce qu'on est évidemment ravis de pouvoir bien poser un diagnostic, de montrer aux parents ce qui se passe en images et si possible d'éviter évidemment les irradiations. Alors ici, on a choisi un exemple parce qu'on ne sait pas tout vous montrer dans une toute petite intro d'une heure, mais l'épanchement pleural. L'épanchement pleural, c'est quelque chose qui se voit très facilement au cabinet avec votre échographe. Le liquide qui est dans le poumon, en fait, déjà à partir de 5 millilitres, il est visible en échographie clinique, ce qui n'est pas le cas de la radiologie conventionnelle, où il faut au minimum 150 cc en position debout pour pouvoir le voir sur un cliché thorax de face ou de profil. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose, c'est un examen facile, au chevet du patient, même en maison de repos parfois, hein, c'est pour les patients qu'on ne sait pas déplacer, c'est hyper utile avec le matériel ultra portable qu'on a, et abordable en plus. Et donc, ça nous permet de raisonner, est-ce qu'on est dans quelque chose de pulmonaire, est-ce qu'on est dans quelque chose de cardiaque, hein, on hésite, est-ce qu'on fait une prise de sang, est-ce qu'on fait une imagerie, est-ce qu'on fait les deux? On nous dit toujours que pour une pneumonie, il faut une clinique et soit une prise de sang ou une imagerie. Eh bien, en fait, nous, on a réussi à avoir la clinique, l'imagerie et la prise de sang, et donc on se sent confortable dans notre diagnostic. Ça vient renforcer notre suspicion diagnostique. Comme je vous disais au début, c'est vraiment le prolongement de l'examen clinique. Je n'aurai qu'une image à vous montrer. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus possible. On n'a volontairement pas mis de vidéo parce que l'échographie pulmonaire, il faut vraiment venir le voir dans notre formation de base et puis en spécialisation, parce que si on vous montre une vidéo, c'est pas facile. Mais ici, ce que je voulais vous montrer, vous allez voir ici la ligne, j'espère que tout le monde voit ma flèche. Ça, c'est le diaphragme qui sépare. Donc, on est dans l'interface foie poumon. Hein. On a sa sonde ici en coupe transversale et on est sur le côté du thorax et on voit l'interface entre le poumon ici, qui finalement ressemble extrêmement fort à la structure hépatique, ce qui n'est pas du tout normal. Donc le foie, on le reconnaît facilement, c'est un organe très vite après une formation d'initiation, vous savez tout à fait reconnaître une structure hépatique, calculer son volume, etc. Et ici à côté, vous avez en fait un poumon qui est condensé, qui ressemble au foie. Et ça, c'est pas du tout sa structure normale, et ça vous laisse présager qu'il y a probablement une pneumopathie à un stade avancé, donc hépatisé, avec ici, vous voyez, on parle de zone hypoéchogène, puisque ça prend, ça
c'est plus clair, hein, ces notions d'initiation et de boutonologie sont reprises aussi dans la formation d'initiation. Et donc hypoécogène, ça veut dire plus foncé, qui prend moins les ultrasons. Et donc c'est plus foncé, c'est liquide. Et ça, c'est mon épanchement pleural qui se met autour de ma pneumonie hépatisée. Alors, au niveau, on va présenter maintenant un cas de lithiase vésiculaire, puisque comme on le disait, ça aussi c'est assez typique. Donc, patiente de 45 ans avec une douleur épigastrique intense en bas, récurrente depuis 1 mois, survenant souvent la nuit, qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Elle n'a pas spécialement d'autres symptômes digestifs. Par contre, elle vous signale qu'elle a fait un lien avec certains aliments consommés, le chocolat, les aliments gras. À l'examen clinique, pas vraiment, voilà, c'est sans particularité. Par contre, à l'écho, il y a une image, enfin des images, même 2 images hyper échogènes avec un cône d'onde donc au niveau de la vésicule biliaire. Donc, il faut vraiment savoir que ça, c'est le classique. Donc, la lithiase, de par sa composition, ressort très hyper échogène, donc très blanchâtre au niveau de la vésicule, ou peu importe où elle se trouve, et crée derrière un cône d'ombre, en fait, où les ondes ne passent plus. Donc, vous avez vraiment littéralement ce cône d'ombre qui est très spécifique et qui marque, en tout cas, la présence de la lithiase. Et donc, le suivi, finalement, ça a été une cholécystectomie qui s'est réalisée donc, sur base de cet examen clinique et de l'échographie et qui a permis la disparition des plaintes. Donc, vous allez voir, on va faire suivre des images, mais aussi une vidéo. Donc d'abord les images, de manière fixe, vous voyez en coupe longitudinale et en coupe transverse, en fait, la vésicule. Et donc, cette image en croissant de lune, en fait, avec la concavité vers le bas, assez hyper échogène, dans l'arrondi de la vésicule. Hein, la vésicule, elle fait un arrondi comme un ballon un petit peu ovalaire, avec un cône d'ombre, donc très noir derrière. Eh ben, c'est le signe d'une lithiase. On va le passer en vidéo. On va essayer de mettre pause pour que quand même ça n'aille pas trop vite et pouvoir l'expliquer. Donc là, on est dans le foie, hein, comme disait Audrey, une fois qu'on l'a vu un petit peu dans les formations, ça se reconnaît assez vite, le foie. Donc là, la vidéo est passée très vite. Tu me dis quand tu veux que je mette pause et que je passe au ralenti, hein, Solène. Mais pause peut-être sur la première lithiase qu'on avait évaluée voilà, juste avant. Ici. Ouais, voilà, donc là, vous la voyez apparaître un tout petit peu, voilà, une zone hyper échogène, en fait, arrondie en croissant de lune, voilà, au-dessus, avec un cône d'ombre qui commence à se marquer. On voit qu'on ne voit plus rien derrière. Que les ondes ne passent plus à cet endroit. Et donc, vraiment, l'assassine, la première lithiase, là, on la voit. En allant tout doucement, on la voit apparaître. Vous voyez son hyperécogénicité, donc le côté blanchâtre. On la voit. On voit toujours ce cône d'ombre très noir derrière. Et puis, plus de cône d'ombre, plus rien. Là, la vésicule bien arrondie avec un petit peu de sludge à l'intérieur, mais de nouveau bien net sans cône d'ombre derrière. Et puis, tout d'un coup, on continue à avancer, et donc à vraiment balayer la vésicule biliaire dans toute sa hauteur. Et bien, pouf, vous voyez apparaître une deuxième lithiase, de nouveau comme un croissant de lune. Hein. Là, c'est la coupe qui donne cet aspect en croissant de lune. Hein. Sinon, c'était des lithiases bien rondes, avec un beau cône d'ombre derrière où on ne voit plus rien. Et donc, il signe vraiment la présence d'une lithiase. Voilà. Pour l'explication un peu plus lentement. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre avec son échoscope? Alors, on peut regarder les reins. Les reins sont 2 structures, comme dit Haricot, et qui sont facilement accessibles aussi avec l'échographe. Ici, c'est un cas pour vous l'illustrer, hein. C'est une femme de 45 ans qui vient avec des douleurs typiques de colique néphrétique. Hein. Elle bouge, elle ne trouve pas de position confortable, elle décrit du sang dans les urines. Elle a essayé de prendre des traitements antalgiques à la maison. Ça n'a pas
Ça ne l'a pas, ça l'aide un petit peu, mais bon, il a quand même fort mal. On regarde avec la sonde d'écho, on se doute qu'il y a quelque chose, hein. On voit déjà une petite dilatation pédocalicielle, mais franchement légère, et donc on tempère ici. Le médecin qui nous a prêté son cas nous explique vraiment les choses comme ça s'est passé dans son cabinet. Une semaine plus tard, on revoit le patient. Les symptômes sont vraiment améliorés. Donc le traitement à la maison a été stoppé, hein, tout ce qui est antalgique, antispasmodique, etc. Et on refait une échographie et vraiment on voit une différence entre le côté sain et le côté douloureux pathologique. On voit qu'il y a une hydronéphrose, donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est une dilatation des voies pélocalicielles. On vous le montre en image juste après. Donc on décide de reprendre le traitement, on voit régulièrement le patient, hein. À la 2e semaine, on se dit est-ce qu'on l'envoie spécialiste ou pas, la prise de sang est bonne, le patient est pas très plaintif, mais j'ai quand même cette dilatation asymétrique que je dois surveiller de près. Et puis quand on le voit, quand on revoit le patient encore une fois à la 2e semaine, eh bien là on se dit quand même ça n'est pas normal. Il y a probablement une lithiase là qui n'est pas éliminée de manière spontanée et naturelle. Il faudra probablement un avis urologique pour avec une mise au point plus détaillée, hein, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Un uroscanner qui a montré, qui a confirmé la dilatation du bassinet gauche et qui a montré un calcul de 8 mm dans l'urtère, ce qui a évidemment permis de donner un coup de fil avec beaucoup d'assurance à l'urologue et de lui demander de prendre le patient sans tarder, ce qui a été fait pour prise en charge et évacuation de ce calcul. Les calculs sont extrêmement difficiles à voir en échographie clinique. Nous, on ne conseille pas de les chercher. C'est plutôt la répercussion qu'on vous propose et qui est validée, hein, de regarder est-ce qu'il y a un obstacle à l'écoulement des urines ou pas. Et couplé à la prise de sang, c'est quelque chose qui permet de nouveau d'affiner le timing de prise en charge. Est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce que je dois adresser en salle d'urgence? Est-ce que je dois faire un examen complémentaire? Est-ce que je dois appeler mon copain urologue? C'est vraiment quelque chose qui vient nous aider. Le patient aussi, il voit l'image, il comprend ce qui lui arrive. Alors justement, en image, je prends ici ma souris pour vous montrer. Ça, c'est une coupe de rein, coupe longitudinale. Voilà, juste ici. Et puis, vous avez ici le pied long avec une dilatation. En principe, un rein normal n'a pas ici d'espace hypoéquégène au niveau du île. Alors, vous avez ici un grossissement sur l'image de droite, c'est le même rein pathologique, on le voit vraiment très bien. Vous avez comme des oreilles de Mickey, c'est comme ça qu'on le décrit. Et si c'était une dilatation pélocalicielle plus sévère, ça serait vraiment tout rond. Là, il faut vraiment s'inquiéter, il faut appeler l'urologue en urgence, hein, pour poser des sondes double J et évacuer les urines. Ça, c'est important, vous le savez bien. Vous avez en miroir ici, chaque fois, l'image du scanner qui montre ici, hop, la dilatation, là et là. Je pense qu'il y a une petite vidéo. Ça, c'est le rein avec le Doppler. Très important aussi de regarder la vessie. On n'a pas mis la vidéo de la vessie, mais en regardant et les reins et la vessie, on regarde où il y a l'obstacle. On essaye aussi de regarder ce qu'on appelle les jets urétéraux au niveau vésical pour voir s'il y a une asymétrie ou pas. Hop. Ça, c'est simplement pour vous montrer en image la dilatation. Vous voyez qu'il y a un coup de Doppler ici dessus. Oups, pardon, je la remets encore une fois. Voilà, le patient simplement, là, vous voyez que ça bouge, c'est parce que simplement il respire. Voilà. Voilà, on va passer au dernier cas clinique pour un peu illustrer. Voilà, on pourrait en faire des dizaines, mais bon, on s'est limité à 5, histoire de vous donner un petit peu envie et de passer par tous les organes. Donc là, on va passer à de la gynéco, patiente de 36 ans avec désir de grossesse qui se trouve être sous chlomide. Elle se présente parce qu'elle a un retard de règles de 2 semaines, qu'elle a fait un test urinaire de grossesse mais qui est négatif, qui a en fait eu une très grosse douleur abdominale 1 semaine avant, mais qui se présente, voilà, c'est déjà en train de diminuer, mais elle a encore mal. Elle se pose des questions.
Donc, l'examen clinique est sans particularité. Et à l'écho, il se trouve que il y a la présence d'un kyste au niveau d'un des ovaires. Alors, le kyste, on peut le diagnostiquer et parler de kyste parce qu'en fait, ça dépasse 3 cm de diamètre, la structure qu'on découvre. Le kyste a une tendance plutôt hypoéchogène, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'épongement pleural, donc hypoéchogène net, c'est du liquide plutôt, avec un tout petit peu d'hétérogénéité à l'intérieur. Spécificité, quand on met le Doppler, on trouve vraiment une couronne qui rehausse tout autour de ce kyste. Et donc ça signe en fait les kystes du corps jaune et donc qui montre qu'il y a eu une ovulation. Le suivi, c'est de contrôler à 2 semaines, en fait, pour voir l'évolution du kyste, puisque normalement, il doit disparaître de manière naturelle s'il n'y a pas eu de fécondation et donc de grossesse qui démarre. Les images vont le montrer. Donc, voilà, l'image donc au niveau de l'ovaire droit. On a vraiment cette forme bien arrondie, hypoéchogène, comme on le disait, à la mesure qui donc dépasse un diamètre de 3 cm. Vous voyez un petit peu d'hétérogénéité. En fait, c'est du débris, hein, parce que forcément, au moment de l'expulsion de l'ovule, au moment de cette ovulation, il y a toujours un petit côté traumatique qui crée des petits débris, en fait. Et donc, c'est ça l'hétérogénéité. Et puis, sur l'image avec le Doppler, mais on voit vraiment ce Doppler, c'est assez léger, mais le principe, c'est que ça fasse vraiment une couronne tout autour du kyste. Alors, pas à chaque point, mais voilà, de manière générale, on observe cette couronne. Voilà. Et donc, on peut rassurer finalement la patiente assez vite et juste programmer son rendez-vous de contrôle de 2 semaines après. On peut expliquer aussi que ça a fait plus facilement un kyste puisqu'elle était sous clomite. Voilà. Alors, l'école belge d'échographie clinique. Maintenant qu'on a terminé nos cas cliniques, qui vous ont, on espère, donné envie de nous rejoindre un jour pour une formation. Donc, on a fondé cette école en 2021. On était 7 au départ. L'équipe s'est agrandie de 2 jeunes et dynamiques recrues depuis. Donc, nous sommes 9. Toutes les personnes qui sont passionnées d'échographie clinique sont amenées un jour à pouvoir peut-être nous rejoindre. Hein, et si on n'est pas, on se limite pas spécialement, on n'a pas de nombre maximal en tête hein, pour le futur. On fait la promotion donc de l'échographie clinique auprès de tous les soignants de première ligne. Donc, on ouvre nos formations aux médecins, aux paramédicaux, ça on vous l'a déjà dit. On vient se former partout en Belgique. Pour l'instant, c'est Belgique et Bruxelles, Wallonie-Bruxelles plus particulièrement. Et nous venons dans les régions où tout ne se fait pas, si vous voulez, à un endroit. Donc, on se déplace. On a une formation d'initiation qu'on conseille avant de rentrer dans les formations qui sont plus de spécialisation. Les formations de spécialisation, on en a plusieurs. Il y a le système locomoteur où il y a une journée qui parle du membre supérieur, une autre du membre inférieur. Il y a une journée qui parle que de gynécologie, une autre des tissus mous, tout ce qui sont les boules sous la peau, les glandes, les organes mous, etc. Il y a une spécialisation aussi en pneumologie, et puis il y a évidemment des choses en cours. Hein. On est en train de mettre sur pied une formation avec une équipe d'échographistes urgentistes. Donc on va bientôt vous proposer un module ensemble, échographie clinique, des urgences en médecine générale, et on la donnera avec des urgentistes. Au niveau logistique, comment est-ce qu'on fait pour avoir des appareils de qualité pendant nos formations? Ben, simplement, c'est qu'on a le soutien de la firme iSonic, qu'on remercie évidemment, duquel on ne reçoit, je le précise encore, aucune transaction financière. Simplement, ils nous soutiennent en venant avec des machines et en nous prêtant des bonnes machines pendant nos formations. Donc, on a différentes formations accessibles, comme l'a déjà signalé Audrey. Donc, pour aller sur Ebeco, c'est pas compliqué. www.ebeco.be.
Donc, a priori, même en tapant Ebeco sur Google, vous nous trouvez, mais le site est facilement rappelable. Hein, donc, voilà, on vous encourage à aller le regarder déjà dès la fin de ce webinaire. Donc, vous verrez qu'on a, comme on l'a dit, plusieurs modules de formation accessibles. Alors, il n'y a pas d'ordre dans lesquels c'est obligé de les faire. On recommande fortement de faire l'initiation si vous n'avez pas de connaissances, d'approche de l'échographie clinique, parce que c'est vraiment là qu'on réapprend les bases et puis qu'on touche un petit peu à tout, donc ça donne envie. Et puis après, voilà, vraiment les modules de spécialisation, parce qu'on a tous des tropismes différents, et donc vous pourrez vraiment le musculo-squelettique, c'est vraiment une journée sur le membre inférieur, une journée sur le membre supérieur. La gynécologie, comme on l'a dit, c'est une journée entière, où vous verrez, c'est vraiment comme on essaye vraiment de rester didactique à chaque fois, et donc on a la chance d'avoir des mannequins pour faire la simulation de pathologie gynécologique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et de voilà, vous donner encore plus de cas cliniques que ce qu'on a pu vous présenter pour l'instant. Et donc pareil, donc comme on l'a dit, spécialisation en pulmonaire, sur une demi-journée avec les tissus mous, la pathologie oculaire, les futures formations avec les urgentistes. Donc vraiment d'à chaque fois essayer d'agrémenter au fur et à mesure toutes les formations qu'on vous propose. Alors sur le site, donc quand vous irez, voilà, on ne va pas vous présenter tout le site, hein, c'est assez facile d'utilisation, mais on voulait vraiment des grands points une fois que vous irez sur notre site. Déjà, on vous encourage d'aller sur la page d'accueil où on vous refait un petit topo et vous voyez un peu comment se passent nos ateliers grâce à une super petite vidéo de présentation. Et donc, vous voyez un peu comment s'organisent nos formations. Et alors, vous pouvez aller sur l'espace membre, en fait, dès que vous y allez, pour, en fait, sur cet espace membre, vous inscrire. Alors, vous pouvez y aller avant même d'avoir participé à des formations, puisque, donc, en cliquant sur l'onglet « S'inscrire », vous pouvez nous laisser vos coordonnées. On le voit sur la dia suivante. Et donc, le but est de nous laisser vos coordonnées et de cliquer sur « Envoyer la newsletter ». Alors, on vous rassure, le but n'est pas de pourrir vos boîtes mail. On sait qu'on est tous submergés de mails et de choses comme ça. Mais dans le but de ne pas continuellement aller checker nos nouvelles formations qui seraient mises en ligne ou des choses comme ça, la newsletter, c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles dates, en fait, c'est pour vous envoyer de manière un peu automatique les dates de formation et que ça vous permette d'y penser. Ah, voilà, je voulais suivre celle-là. Cette fois, je suis libre à cette date-là. Boum, je peux m'inscrire. C'est fait. Et après, il n'y a plus qu'à mettre dans vos petits agendas. Voilà. Et en finalité aussi, quelque chose qu'on trouve intéressant, c'est qu'une fois que vous avez suivi une formation, on vous fait faire partie d'un groupe, en fait, lié à cette formation. Et via ce groupe, en fait, vous avez accès à toutes les PDF des formations qui ont été données. Et donc, comme ça, vous pouvez retourner voilà, sur toute la théorie, les images, les cas cliniques, pour vous les remettre en tête. Mais vous pouvez aussi créer un post, comme vous le voyez dans le supérieur de l'image, pour mettre des photos, des images ou poser des questions. Voilà, même vous voyez des vidéos, dans le but en fait de communiquer avec nous, avec d'autres membres de la formation et d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Donc, là, on vous a cité quelques sources et références. Le webinaire étant en replay, je vous laisse regarder à votre aise. Voilà, certaines des références sont des livres que nous, on aime tous bien avoir, un peu au chevet de l'échographe, qui nous aident pour des petits rappels théoriques, images, etc. Voilà. Pour conclure, vous l'aurez compris, nous sommes passionnés d'échographie clinique. Nous sommes persuadés que c'est le prolongement de notre stéthoscope. Ça améliore le timing, la prise en charge. Ça donne quelque chose en plus dans le lien thérapeutique. Hein. On dit souvent dans la formation, c'est le poids des mots et le choc des images. Le patient, il comprend ce qui lui arrive, il le voit en image, vous lui expliquez. C'est un moment particulier. C'est comme un peu un acte technique aussi. Puis c'est de l'amusement. Nous, on s'amuse beaucoup, en tout cas,
d'utiliser cet outil et de se partager tout ce qu'on apprend. On se forme beaucoup à l'extérieur, hein, beaucoup à Paris. Il y a pas mal de formations en France, donc beaucoup d'entre nous se forment en France et on essaye avec tout ce qu'on apprend de venir l'intégrer dans Ubeco et pouvoir après vous le transmettre dans nos formations. Cette ASBL est en croissance, on a plein de défis pour le futur, on espère que nos projets vont continuer, on a des projets d'enseignement, peut-être des partenariats avec certaines universités, on est en contact en tout cas. On essaye d'étendre notre réseau de partenariat aussi avec des radiologues avec qui on travaille de manière étroite. Quand on hésite sur une image, et ça nous arrive tous les jours, eh bien évidemment, on adresse soit à nos collègues de Beco pour leur demander ce qu'ils en pensent, et puis aussi à nos collègues radiologues. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà l'image que j'ai captée, voilà la clinique. Est-ce que je dois te l'envoyer? Si oui, quand? Etc. Donc c'est vraiment un bon outil aussi de communication avec les radiologues. Ils sont pas encore tous très très ouverts parce que la plupart ne connaissent pas encore très très bien ce que c'est l'échographie clinique. Parfois ils ont un peu des craintes, ils pensent que c'est quelque chose qui rentre en concurrence avec ce qu'ils font, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le même métier et nous sommes totalement complémentaires. Et donc, heureusement, il y a de plus en plus de radiologues qui nous connaissent et avec qui on a beaucoup de plaisir de travailler aussi. On vous remercie tous énormément pour votre attention, de vous être branchés, de vous être inscrits. On souhaite vous voir très nombreux dans nos formations. On a une formation d'initiation qui arrive ici au mois d'octobre. Beaucoup d'assistants s'inscrivent parce que ça les lance pour leur année s'ils mettent de stage un échographe ou pas. Et donc, on vous encourage à nous rejoindre. On vous a mis ici nos coordonnées si vous voulez nous joindre par email. Si vraiment il y a quelque chose de très urgent, vous pouvez éventuellement téléphoner sur le numéro qui s'affiche là et qui est sur le site. C'est pas un secret. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu et on vous souhaite une belle après-midi.